Bonjour à tous, je vous remercie de me permettre de présenter ce travail aujourd'hui, qui fait bien suite au travail de Maxime, puisque finalement c'est l'une des familles présentées dans sa propre cohorte. C'est une famille rennaise qui est suivie par Sylvie Audan, mais aussi Laurent Pasquier, Claire Effray. Et donc il s'agit d'une vieille histoire, puisqu'elle remonte à 25 ans auparavant. C'était une famille qui, après 2 grossesses sans particularité, était arrivée avec fœtus avec un syndrome polymalformatif qui avait présenté un épanchement pleural des 17 semaines, puis un phénotype féminin pour un génotype masculin, eucaryotype. L'interruption médicale de grossesse avait été réalisée à 24 SA, et puis à l'autopsie, il va y avoir beaucoup de photos, le fœtus présentait une dysmorphie que je vous laisse apprécier. Il présentait également des anomalies au niveau des membres, avec un pouce large, une polydactylie préaxiale au niveau des pieds, avec une syndactylie, j'allais dire 2-3, mais plutôt 3-4, du coup en l'occurrence, des chevauchements. Au niveau viscéral, il existait aussi une variation du développement génital avec hypospade, microspénis, un rein en fer à cheval et une hypoplasie du poumon droit. La grossesse, 1 an plus tard, était un peu une histoire similaire en fait, avec une grossesse gémellaire bicoriale biamniotique, un jumeau qui présente un hygroma avec RCU, une hernie diaphragmatique, des anomalies du développement génital, et puis à 37 semaines, une interruption sélective du jumeau 1. Le jumeau 2 est une fille qui est née en bonne santé, dont on reparlera après. La sœur de la maman a eu une histoire un peu similaire. Je vais passer plus vite dessus, mais RCU, hydramios, un enfant qui décède à 1 heure de vie, et puis qui présentait également ses particularités au niveau des membres, la hernie diaphragmatique, les anomalies du développement génital. Il s'agissait encore d'un fœtus masculin. Et puis, 2 ans plus tard, l'histoire se répète. Cette famille-là a quand même eu 2 enfants en bonne santé par la suite. À cette époque-là, à ce moment-là, il y avait dans la famille 4 fœtus avec un syndrome malformatif inconnu associant des anomalies diaphragmatiques, génitales, des extrémités, une dysmorphie. Et l'histoire était très évocatrice d'une pathologie récessive liée à l'X, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. 25 ans plus tard, la famille reprend contact avec le service puisqu'il s'agit de la sœur jumelle du fœtus 1, qui est bien portante, qui est enceinte de 8 semaines et qui consulte en génétique très tôt, en demande de conseil génétique en fait, au vu des antécédents familiaux. La première chose qui avait été faite, c'était un DPNI qui a retrouvé un fœtus masculin. La suite, ça a été un suivi très rapproché de la part de nos échographistes référents qui ne retrouvaient pas d'anomalie génitale ni diaphragmatique, mais dès 22 semaines, une anomalie discrète du corps calleux qui a malheureusement été confirmée en IRM 5 semaines plus tard. Et donc, pour ces patients-là, il y a eu la CGH sur liquide amniotique qui est revenue normale, mais il y a eu l'exome quatuor en anténatal sur le fœtus, les parents, la grand-mère maternelle, qui a retrouvé un variant pathogène dans le gène RLIM sur le chromosome X, déjà décrit ce variant-là, et donc avec une ségrégation familiale concordante. RLIM, il s'agit d'une ubiquitine ligase, donc son rôle c'est d'adresser de nombreux substrats au protéasome pour leur dégradation, et donc impliqué dans de nombreuses fonctions comme la morphogénèse embryonnaire, le déterminisme sexuel, le neurodéveloppement, l'inactivation du chromosome X, j'en passe. Et ce syndrome-là, il a été décrit pour la première fois chez des enfants, des adultes, en 2015 par Thun et Kalshauer, initialement présenté comme une déficience intellectuelle non syndromique. Donc, si le variant a été vu à cette époque-là, il aurait peut-être été maximum classe 3. 3 ans plus tard, une grosse série de Frins et al. Qui rapportent dans 9 familles différentes 40 hommes atteints, hommes et enfants en fait. Et donc, en plus de la déficience intellectuelle, ces patients présentent les anomalies du développement génital, 90%, une hernie diaphragmatique dans la moitié des cas, d'autres malformations viscérales plus variables. Sur le plan morphologique, présenter un RCU harmonieux dans 80% des cas, qui se rattrape finalement au fil de la croissance, des anomalies d'extrémité dont on a déjà parlé. Et puis, chez les femmes porteuses, pas de troubles du neurodéveloppement, quelquefois des petites anomalies de morphologie, notamment au niveau des extrémités. Et puis, pour celles qui avaient été testées, il y avait un biais d'inactivation de l'X et une insuffisance ovarienne prématurée dans quasiment la plupart des cas. Visiblement, ce n'était pas le cas de notre famille rennaise.
Une dysmorphie a été décrite, discutable, mais ce patient présente plutôt un visage carré, un front haut, un nez tubulaire et un visage qui s'affine avec le temps. Enfin, qui s'allonge avec le temps plutôt. Sur le plan génotypique, seulement des faux sens ont été rapportés, probablement hypomorphes. On peut évoquer une possible létalité des variants perte de fonction. C'est pas prouvé. Mais... Et puis, il y a deux hotspots essentiels dans deux domaines différents. Le domaine de liaison au substrat et le domaine d'activité ubiquitine ligase. Il n'y avait pas de corrélation génotype-phénotype évidente jusqu'alors. Le variant entouré, c'est celui de la famille rennaise. Nous avons passé un appel à collaboration pour poursuivre ce travail et vous avez été nombreux à participer en un temps record. Le premier fœtus vu à Marseille manifestait également une hernie diaphragmatique, des anomalies génitales, cardiaques, rénales et de façon intéressante, il présentait également des fibrochondromes prétragiens bilatéraux volumineux qui n'avaient pas été décrits jusqu'alors. Le même variant a été retrouvé chez lui. Même histoire à Paris, même variant, avec l'hernie diaphragmatique, une polysplénie également, qui a déjà été rapportée. Les anomalies des membres, qui sont assez inconstantes mais évocatrices, avec la syndactylie de 3, une brachydéléphalangie du 3e rayon, et les pouces larges, et puis une deuxième fois des fibrochondromes prétragiens. Un fœtus à Rouen avec RCU, hernie diaphragmatique, et puis chez ce patient, anomalie génitale aussi. Puis chez ce patient-là, c'est un nouveau variant dans RLIM qui a été identifié. À Limoges, une famille avec deux fœtus. Les deux fœtus présentent un RCU, des anomalies diaphragmatiques et génitales. Puis le premier présentait en plus une polysplénie, comme l'un des précédents. Essentiellement, il y a une rénale également. L'autre présentait syndactylie 2-3 et un pouce large. C'est joli, on voit une duplication de la deuxième phalange du pouce. À Grenoble, nous n'avons pas l'image et le couple n'avait pas désiré d'autopsie, mais en plus de la hernie diaphragmatique qui avait été suspectée à 27 semaines, il y avait aussi une hypotrophie du cervelet et du corps calleux. À notre connaissance, c'est la deuxième fois qu'il y a un point d'appel neurologique dans ce syndrome. Et ça n'avait pas été rapporté. À Bordeaux, enfin, un cas plus compliqué, avec un fœtus qui n'a pas d'histoire d'hernie diaphragmatique ni d'anomalie génitale, mais une ventricomégalie, des hétérotopies nodulaires périventriculaires, une hypoplasie cérébelleuse et un corps calleux court. C'est un nouveau variant qui a encore une fois été identifié dans RLIM. Nous avons en doute de sa pathogénicité vu l'écart phénotypique avec la série précédente. Et donc, en plus des 7 cas précédents déjà rapportés dans la littérature, nous rapportons ici 13 nouveaux cas fétaux de syndrome Dunkel-Schauer. Dans les 19 cas rapportés jusqu'à maintenant, la hernie diaphragmatique et les variations de développement génitaux sont les symptômes les plus prévalents et c'est ce qui fait évoquer les principaux diagnostics différentiels. En fait, ce sont les deux grosses portes d'entrée. La dysmorphie, variable, comme on l'a vu dans la série adulte, mais avec un pattern quand même récurrent, avec le visage carré, les oreilles basses, la lèvre supérieure fine, et puis l'élément nouveau des fibrochondromes prétragiens chez deux d'entre eux. Au niveau des membres, pattern inconstant mais évocateur, le pouce large, la brachydéléphalangie du 3e rayon qu'on retrouve chez un patient adulte dans les subdata de l'article, les syndactylies de 3, des hypoplasies inguéales variables. Comme je vous le disais tout à l'heure, le point d'appel neurologique n'est pas classique dans ce syndrome, mais il y a eu au moins 2 fœtus avec ce point d'appel-là. Et puis chez les patients enfants et adultes, les anomalies étaient rares, aspécifiques, et les anomalies du corps calleux ont été rapportées une seule fois finalement. Je vais terminer par cette diapo. Il n'y avait pas de corrélation génotype-phénotype rapportée jusqu'à présent. Ici, on a dans la cohorte fétale un gros variant récurrent. On ne sait pas pourquoi il est aussi récurrent ni aussi létal. On rapporte également 3 nouveaux variants. 2 pour lesquels la pathogénicité ne fait pas trop doute vu la spécificité du phénotype. Le 3e, on ne sait pas encore. Et quoi qu'il en soit, des études fonctionnelles sont en cours pour comprendre la pathogénicité, le pathomécanisme de ces variations. Et je vous remercie pour votre attention.